Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français texte. Chapitre 12. Chapitre 12, partie 1. Donc, première partie du roman Le dernier jour d'un condamné. Toujours chapitre 12. Je lis le texte. J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, grillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités et des voix s'appeler et se répandre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins du cachot, les bouts, les de cachot, mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi seul muet dans ce cavarme, dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif. J'écoutais un geôlier passa, je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était fête dans la prison. Fête, si l'on veut, me répondit-il. C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fût. J'acceptai l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. Puis il sortit et renferma sur moi serrure, cadenas et verrou. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés, du bas en haut, une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns aux autres, des autres, comme les pierres d'un mur, et tout pour ainsi dire encadré dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine au soupiraux du purgatoire qui donne sur l'enfer
Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient parmi ces figures éteintes et mornes. Ça et là brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. Le carré de présent qui enveloppe la cour ne se renferme pas sur lui-même. Un des quatre pas, un des quatre pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers son milieu et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour plus petite que la première, et comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres tout autour de la cour principale, les bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse un tige de fer courbé destiné à porter une lanterne. Midi sonna, une grande porte cochère cachée sous un enfoncement s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux en uniforme bleu à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était c'était la chiorme et les chaînes au milieu instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison. Les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux et immobiliers, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On y crut voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace. Tous les poings sortirent des barreaux. Toutes les voix hurlèrent. Tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Cependant, les argousins, parmi lesquels on distinguait à leurs vêtements propres et à leur effroi quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent entendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles. Les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un sur l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcanes de fer qu'il éprouvait ensuite en les faisant étinceler sur le pavé, le tout aux acclamations railleuses des prisonniers dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand quand ces après furent terminés, un monsieur brandé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur, donna un ordre au directeur de la prison, et un moment après, voilà que deux ou trois portes basses
vomir presque en même temps et comme par bouffées dans la cour des nuées d'hommes hideux, hurlant et et des guenilles. C'étaient les forçats à leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, les grands noms du bagne furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fit remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore un surtout excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille, elle sortait du cachot et elle était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, elle s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représenté par les geôliers et les curieux épouvantés. Le crime la narguait en face et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille à mesure qu'il arrivait, on les poussait entre entre deux haies de garde-chiourme dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguaient quelques excuses de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée, mais presque toujours on y trouvait bon pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant un peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. Passons maintenant aux questions de compréhension. Première question, quel est le sentiment principal du narrateur au début du texte? Question 1, quel est le sentiment principal du narrateur au début du texte? La réponse, le narrateur est principalement étonné et presque effrayé. Question 2, qui sont les hommes qui entrent dans la prison et quel est leur objectif? Qui sont les hommes qui entrent dans la prison et quel est leur objectif? La réponse, ce sont les aveugles nés de l'hôpital des 15-20, conduits par un frère convers, et ils viennent demander à être employés aux travaux de la prison. Question 3. Quels outils sont donnés aux aveugles pour travailler? Question 3. Quels outils sont donnés aux aveugles pour travailler? La réponse. On leur donne des balais, des pelles et des oyos. Quatrième question. Pourquoi les aveugles travaillent-ils avec tant de joie et de diligence? Question 4. Pourquoi les aveugles travaillent-ils avec tant de joie et de diligence? La réponse, ils sont persuadés qu'ils font une bonne action en servant les prisonniers et qu'ils les assistent. Ils ne savent pas ce que signifie être aveugle, car ils sont aveugles de naissance. La question 5. Comment les aveugles se comportent-ils lorsqu'ils sont fatigués de travailler?
Question 5. Comment les aveugles se comportent-ils lorsqu'ils sont fatigués de travailler? La réponse, lorsqu'ils sont là de travailler, ils se mettent à jouer ensemble et oublient leur infirmité. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et expliquer la figure de style dans la phrase. J'ai admiré la charité de ces aveugles et j'ai plaint la stupidité des prisonniers qui se laissaient servir par des gens qui étaient plus à plaindre que. Question 1. Identifier et expliquer la figure de style dans la phrase. J'ai admiré la charité de ces aveugles et la, j'ai plaint la stupidité des prisonniers qui se laissaient servir par des gens qui étaient plus à plaindre qu'eux. La réponse. La figure de style est l'antithèse. Elle met en opposition la charité des aveugles et la stupidité des prisonniers pour souligner l'ironie de la situation. Question 2. Quel est le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et quel effet produit-il? Question 2. Quel est le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et quel effet produit-il? La réponse, le champ lexical dominant est celui de la prison et de la souffrance. Bruit, pleurer, jurer, se plaigner, chaîne, fer, verrou. Il crée une atmosphère de désespoir et de tumulte. Question 3. Analysez l'emploi des temps verbaux dans le texte. Pourquoi l'auteur utilise-t-il principalement le passé simple et l'imparfait? Question 3. Analysez l'emploi des temps verbaux dans le texte. Pourquoi l'auteur utilise-t-il principalement le passé simple et l'imparfait? La réponse, l'auteur utilise le passé simple pour relater les actions principales et l'imparfait pour décrire le contexte et les états. Cela permet de structurer le récit et de distinguer les actions ponctuelles des descriptions duratives. Question 4. Relevez une expression qui montre l'étonnement du narrateur face à la scène. Question 4. Relevez une expression qui montre l'étonnement du narrateur face à la scène. Réponse. Je regardais tout cela, étonné et presque effrayé. Question 5. Expliquez l'ironie de la situation décrite dans le texte. Question 5. Expliquez l'ironie de la situation décrite dans le texte. La réponse. L'ironie réside dans le fait que les aveugles, qui sont eux-mêmes à plaindre, se montrant charitables envers les prisonniers qui sont censés être plus malheureux, mais qui se laissaient servir sans réaliser l'absurdité de la situation. Question 6. Identifiez le type de narrateur. Justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le type de narrateur et justifiez votre réponse. La réponse. Le narrateur est témoin. Il observe et relate les événements sans y participer directement. Ce qui est visible à travers l'emploi de la première personne. J'ai vu, je regardais pour décrire ces observations. Question 7. Réécrivez la phrase suivante. Au discours indirect, le frère Convert a répondu: Monsieur, ces pauvres gens sont aveugles de naissance et ils n'ont jamais vu le jour. Question 7. Réécrivez la phrase suivante au discours indirect. Le frère Convert a répondu: Monsieur, ces aveugles sont aveugles de naissance et ils n'ont jamais vu le jour. La réponse, le frère Convert a répondu que ces pauvres gens étaient aveugles de naissance et qu'ils n'avaient jamais vu le jour. Question 8. Quel est le registre de langue utilisé dans le texte? Et donnez un exemple.
Question 8. Quel est le registre de langue utilisé dans le texte et donner un exemple? La réponse, le registre de langue est courant. Exemple, je regardais tout cela, étonné et presque effrayé. Question 9. Remplacez le mot émulation par un synonyme approprié dans le contexte. Question 9. Remplacez le mot émulation par un synonyme approprié dans le contexte. La réponse, un synonyme approprié pourrait être rivalité ou concurrence. Question 10. Analysez la structure de la phrase. Ils sont persuadés qu'ils font une bonne action et c'est ce qui les rend si gais et si industrieux. Question 10. Analysez la structure de la phrase. Ils sont persuadés qu'ils font une bonne action et c'est ce qui les rend si gais et si industrieux. La réponse. Il s'agit d'une phrase complexe, composée de deux propositions indépendantes, coordonnées par la conjonction et. La première proposition exprime la conviction des aveugles et la seconde exprime la conséquence de cette conviction sur le comportement. Passons maintenant à la production écrite. Je lis le sujet, le texte met en lumière une situation paradoxale où des personnes défavorisées aident celles qui sont censées être plus malheureuses qu'elles. Pensez-vous que l'aide et la charité sont toujours une question de position sociale ou peuvent-elles transcender les conditions de vie? Je répète le sujet. Le texte met en lumière une situation paradoxale où des personnes défavorisées aident celles qui sont censées être plus malheureuses qu'elles. Pensez-vous que l'aide et la charité sont toujours une question de position sociale ou peuvent-elles transcender les conditions de vie? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et des arguments cohérents. Les critères de la correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte et la correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. L'observation d'une situation paradoxale où des individus en situation de précarité tendent la main à ceux que l'on perçoit comme encore plus démunis soulève une interrogation fondamentale sur la nature de l'aide et de la charité. Ce constat nous amène à nous demander si l'assistance désintéressée est intrinsèquement liée à la position sociale ou si elle peut s'affranchir des barrières socio-économiques, transcendant ainsi les conditions de vie des individus. Il est communément admis que la capacité à aider autrui est souvent tributaire de la aisance matérielle. Une personne disposant de ressources financières confortables peut plus aisément faire des dons à des associations caritatives ou soutenir financièrement des individus dans le besoin. L'accès à l'éducation et aux soins de santé, souvent corrélés à une position sociale favorisée, peut également permettre à certains de développer des compétences et des connaissances qu'ils pourront ensuite mettre au service des autres. Toutefois, il serait réducteur de considérer que l'aide et la charité sont exclusivement l'apanage des classes sociales privilégiées. De nombreux exemples témoignent de la capacité des personnes
les plus démunis à faire preuve d'une générosité et d'une solidarité remarquables. Dans les quartiers populaires, il n'est pas rare de voir des voisins s'entraider, partager leurs repas ou leurs vêtements et se soutenir mutuellement face aux difficultés de la vie. Cette solidarité de proximité, souvent discrète et informelle, est un puissant moteur d'entraide qui transcende les conditions économiques précaires. Par ailleurs, l'engagement associatif est un autre exemple de la façon dont l'aide peut s'affranchir des positions sociales. De nombreuses associations sont portées par des bénévoles issus de milieux modestes qui consacrent leur temps et leur énergie à aider les plus vulnérables. Leur motivation ne réside pas dans la recherche d'une reconnaissance sociale ou d'un avantage matériel, mais dans une conviction profonde et un désir sincère d'améliorer le sort de leurs semblables. L'exemple des aveugles de l'hôpital des 15-20 venant en aide aux prisonniers, voire prévio response, illustre venant en aide aux prisonniers illustre parfaitement cette capacité à transcender sa propre condition pour se mettre au service des autres. En conclusion, si la position sociale peut indéniablement faciliter l'accès aux ressources et aux compétences nécessaires pour aider autrui, et ne constitue pas un prérequis indispensable. L'aide et la charité peuvent émerger de toutes les strates de la société, portées par des valeurs de solidarité, d'empathie et de générosité. Il convient donc de dépasser les idées reçues et de reconnaître la capacité de chacun, quelle que soit sa condition, à contribuer au bien-être collectif. Il s'agit de cultiver une société où l'entraide n'est pas une question de privilège, mais un devoir partagé par tous. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de texte.